Parmi les élèves qui débutent l'étude de la physique, il y a un certain nombre qui répondent que la bille numéro 1 arrivera la première, car la bille numéro 2 a un chemin plus long à parcourir. D'autres prédisent que les deux billes arriveront en même temps, car si la bille numéro 2 gagne du temps dans la descente, elle opère dans la montée. Il est très rare que l'un d'eux réponde que la bille numéro 2 gagnera la course. Ainsi, la surprise est grande lorsqu'on laisse rouler les billes et que, à chaque essai, la bille numéro 2 parvient la première à la ligne d'arrivée. Quelques élèves rient et prétendent que l'on a truqué le dispositif. Nous leur assurons qu'il n'y a pas de trucage et nous leur demandons de décrire de manière aussi précise que possible ce que se passe dans chaque section du parcours. Au début, ce n'est pas facile de les amener à parler, mais quand nous leur disons que ce n'est pas du tout un test et que nous voulons seulement qu'ils partagent avec les autres ce qu'ils pensent, il y a un ou deux qui lancent la discussion. Puis les autres se joignent à eux et en général, ils se mettent rapidement d'accord à propos des descriptions suivantes. Les deux billes arrivent au même moment et à la même vitesse au point A. La pente qui va de A à B fournit une accélération à la bille numéro 2 qui atteint le point B avant la bille numéro 1. À ce point, on demande, la bille numéro 2 a de l'avance? Demandons. Oui, au point B, la bille numéro 2 a de l'avance. Mais ensuite, elle doit monter la pente, ce qui lui fait perdre cette avance. Nous leur demandons alors, et au moment où la bille numéro 2 atteint le point C, roule-t-elle plus vite ou moins vite que la bille numéro 1? Habituellement, cette question suscite une discussion plus longue, mais éventuellement les élèves s'accordent à dire que l'accélération négative de la montée est égale à l'accélération positive de la descente et que les deux billes devraient donc avoir la même vitesse au point C. C'est alors que certains pressentent que la bille numéro 2 roule plus vite que la bille numéro 1, tout au long le trajet de A à C. L'avance qu'elle gagne compense largement pour la différence de longueur des deux trajets et en conséquence, elle atteint la ligne d'arrivée la première. Bien sûr, tous les élèves ne sont pas immédiatement convaincus, mais celles qui ont entrevu la solution sont généralement infatigables lorsqu'il vient le moment de l'expliquer aux autres. Finalement, la plupart comprennent comment, en tant que physiciens et physiciennes, il leur faut conceptualiser la situation. Je considère cet exemple comme un cas idéal d'enseignement et d'apprentissage. L'on présente une situation dans laquelle le réseau des concepts explicatifs des élèves se révèle insatisfaisant. Rien n'est jugé faux et on ne fournit aucune explication correcte. La pensée des élèves est simplement orientée de temps en temps par des questions neutres. Les principes essentiels
du constructivisme didactique sont implicites dans cet exemple. Ils sont simples, mais j'aimerais mettre l'accent sur certains d'entre eux. Premier, l'enseignement ne doit pas débuter avec la présentation des vérités sacrées. Plutôt, il faut créer des occasions susceptibles de provoquer la pensée des élèves. À cette fin, un des préalables est que les enseignants et enseignantes croient que les élèves peuvent penser. Chez nous, aux États-Unis, c'est une croyance bien rare. Il ne suffit pas que les personnes qui enseignent soient familiers. Ah, c'est le deuxième point. Il ne suffit pas que les personnes qui enseignent soient familiers avec le contenu des programmes. Ils doivent également avoir un répertoire de situations didactiques dans lesquelles les concepts à construire peuvent être impliqués. De plus, les situations devraient être élaborées de façon à mobiliser l'intérêt spontané des élèves. Et c'est ça une difficulté énorme. Ce n'est pas toujours facile à mobiliser l'intérêt des élèves. Ces deux exigences sont souvent négligées. Le fait que les concepts ne peuvent se former que dans le monde expérientiel de l'individu est souvent perdu de vue. Troisième point, lorsque les élèves montrent leur travail, il ne faut jamais dire que c'est faux. Les élèves produisent rarement une solution au hasard. Ils ont travaillé et si le résultat qu'ils considèrent juste à un moment donné n'est pas celui auquel pensait l'enseignante, leurs efforts doivent néanmoins être reconnus. Négliger leur effort est un moyen sûr pour éteindre toute un sel de motivation qui a pu naître chez eux.